Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 4 heures, on est vendredi après-midi, 4 heures en tout cas si vous êtes dans la même time zone que moi. Le quiz AWS de certification en français, c'est un rendez-vous qu'on fait depuis bientôt 2 mois maintenant, tous les vendredis après-midi à 16 heures. Et vous êtes, je ne vais pas dire de plus en plus nombreux, ça serait mentir, mais en tout cas il y a une base fidèle qui revient tous les vendredis. Et donc on va continuer jusqu'à l'été ou jusqu'aux vacances en principe. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous pouvez laisser vos commentaires dans le chat. Maintenant, je peux même vous montrer les commentaires comme ça et puis les reprendre après. Donc, je vous montrerai les commentaires. Le quiz du jour, je le mets dans le chat. Il est ainsi, il est là. Et donc, vous pouvez le voir sur l'adresse myquiz.org/p/327662. 327662. Aujourd'hui, ça sera 8 questions niveau architecte associate. J'ai vu dans mon pool de questions pour les semaines qui viennent, il y aura un peu de sysops et de dev également, donc on ne va pas toujours faire du architecte associate. Mais enfin, cette fois-ci, pour reprendre après 2 semaines où c'était des vendredis fériés, on va taper dans le pool architecte associate. Comme d'habitude, vous allez sur myquiz.org, je vois que vous êtes 13 déjà connectés. Les points sont attribués pour les bonnes réponses évidemment, mais aussi à la vitesse. Donc si vous jouez pour les points et pour gagner, la vitesse a de l'importance, mais j'espère que vous n'êtes pas tous là pour gagner, juste pour expliquer, comprendre, peut-être se préparer à des vrais tests de certification. Quelqu'un m'a dit sur LinkedIn l'autre jour qu'il a passé un test et qu'un des moyens qu'il avait utilisé pour se préparer, c'était les vidéos du quiz de certification en français. Donc je suis super content d'avoir aidé une personne à passer son test. Allons-y, vous êtes 16 connectés, donc je lance le jeu. Il y a 90 secondes de réflexion entre questions. Et on va lancer directement la première question. 3, 2, 1. C'est une question sur Amazon EC2. Vous avez une application qui tourne sur Amazon EC2. Et cette application a une charge telle qu'il faut 4 machines en permanence. Cependant, à la fin du mois, votre trafic triple. On peut imaginer, je sais pas, des batchs qui tournent ou des rapports qui doivent être rentrés. Et donc, vous avez besoin de 3 fois plus d'instances, donc 12 instances à la fin du mois. Quel est le moyen le plus cost-effectif de gérer ce type de pattern? Attention, est-ce que c'est tourner 12 instances réservées tout le temps? Est-ce que c'est 4 instances à la demande et puis rajouter 8 autres à la demande pour les derniers jours du mois? Est-ce que c'est 4 instances réservées et puis 8 à la demande les derniers jours du mois? Ou est-ce que c'est 4 à la demande et 8 instances réservées les derniers jours du mois? J'aurais un petit commentaire à faire d'ailleurs, puisque il y a un nouveau système de tarification qui a été lancé au mois de novembre, qui n'est pas mentionné dans cette question, mais qui serait encore plus efficace que la bonne réponse de cette question. Attention, il vous reste 20 secondes. En fait, la question est là, elle est sur les instances réservées. Qu'est-ce qui est le plus intéressant des instances réservées, des instances on demand, et comment vous pouvez combiner les deux. 5 secondes. Et la bonne réponse est, tout juste, FX007 qui vient de rentrer. Et donc la bonne réponse est la réponse C. Les reserve instances all the time, c'est pas une bonne idée. Donc l'idée du reserve instance, c'est vous nous dites, je connais mon baseline, je connais ma base à venir et je m'engage à utiliser au minimum cette base-là. Et donc vous payez pour ce minimum-là, que vous l'utilisiez ou pas, même si vous arrêtez après les instances, si c'est reserve, vous payez. Il y a 3 moyens de paiement, soit de vous payer tout d'abord, soit de vous payer un peu d'abord et puis un peu tous les mois, soit de vous payer tout tous les mois. Évidemment, plus vous payez à l'avance, au moins c'est cher. Et donc, le Reserve Instance, c'est le moyen d'économiser sur sa facture Amazon EC2 pour les instances EC2 par rapport à On Demand. Mais on fait ça que pour le baseline, pour les instances qui tournent 24 sur 24, 7 jours sur 7, sinon il n'y a pas beaucoup d'avantages, il n'y a pas d'avantage. Donc c'est évidemment pas la A, c'est pas la B non plus, parce que tourner 4 instances à la demande et puis rajouter 8 autres instances à la demande, c'est pas là que vous aurez le meilleur prix, puisque les 4 instances, elles fonctionnent 24 sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours du mois, donc il faut aller les chercher sur réservé, et c'est pour ça que la réponse C est la bonne. Et puis rajouter de la capacité on demand, juste pour les jours où vous en avez besoin. Et tandis que la D, évidemment,
La D était évidemment pas bonne non plus, puisque c'est 4 on demand et 8 réservés. On me dit qu'on ne voit pas mon écran. Effectivement, j'ai oublié d'appuyer sur ce bouton-là, ou sur ce bouton-là, pardon, merci de me le signaler. Voilà, comme ça vous voyez les questions en même temps. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Ah oui, en novembre, nous avons sorti les Compute Saving Plans qui remplacent en quelque sorte les Reserve Instance, en tout cas pour EC2. Donc Reserve Instance est toujours là. Mais il y a un moyen beaucoup plus souple d'économiser sur votre facture EC2, c'est d'acheter un Compute Saving Plans. En fait, le problème avec les Reserve Instance, c'est que quand vous les achetez, vous êtes lié à une famille d'instances, disons des R5, et une région. Avant, c'était encore plus strict, c'était un type d'instance et une availability zone. Donc maintenant, au moins, c'est flexible dans une région et une famille d'instances. Mais vous êtes quand même lié à une famille d'instances et une région. Tandis qu'avec les Compute Saving Plans, vous n'avez plus cette contrainte-là. Vous vous engagez sur un montant. Je dis, voilà, je vais dépenser 1000 par mois sur AWS. Et nous allons appliquer le prix Reserve, le prix du Saving Plans, sur tous les besoins EC2, à travers plusieurs régions, à travers plusieurs comptes. AWS, si vous avez plusieurs comptes liés dans une organisation, et sur plusieurs types d'instances, et même sur plusieurs services. Des services comme ECS, EKS qui utilisent des EC2 bénéficieront aussi des coûts du Saving Plans. Donc n'achetez plus de Reserve Instance EC2 maintenant, regardez plutôt les Saving Plans. Et si vous en avez des Reserve Instance, c'est les courir, et puis après, au lieu de les renouveler, vous prenez du Saving Plans. Les Reserve Instance sont encore valables pour RDS, puisqu'il n'y a pas l'équivalent de Cost Saving Plans pour RDS. Alors, il y a Fab Douglas qui dit les RI assurent le compute, donc la capacité est assurée, ce n'est pas le cas avec du on-demand et du saving plan. C'est vrai que et je prends le temps de vous expliquer parce que c'est important, c'est vrai que dans Reserve Instance, il n'y a pas que l'aspect coût, il y a aussi un aspect réservation de capacité, dire au cas où j'aurais besoin de capacité, je veux être certain que j'ai cette capacité. Pourquoi? Parce qu'il y a de très très rares cas, et vraiment, ça fait des années que j'en ai plus vu, où parfois on voulait lancer une instance et on dit « Ah désolé, il n'y a plus, on a épuisé toutes les R5 dans cette availability zone, on n'a plus de capacité. » Et ça, avec Reserve Instance, ça ne devrait pas arriver. Avec Reserve Instance, vous avez réservé la capacité, donc si vous l'avez demandé, vous l'avez. Donc pour des missions, pour des tâches qui sont mission critical, ça vaut peut-être la peine encore moins de prendre du Reserve Instance, bien que ces problèmes de capacité ne sont plus très fréquents, ou plus on grandit, c'est rare, sauf parfois quand on lance des nouvelles familles d'instances et tout le monde se rue dessus en même temps. Attention dans ce que Fab Douglas a dit, tu nous dis assure le compute, c'est pas une garantie, hein, c'est une réservation de capacité et notre équipe légale est très tatillonne là-dessus. C'est pas une garantie parce que si notre data center a explosé, je sais pas, il y a un avion qui est tombé dessus à ce moment-là et tu demandes la capacité, ben on l'aura pas, même si on a des reserve instances. Donc c'est pas une garantie, c'est une réservation de capacité. Et tu nous dis aussi que tu as déjà vécu du T2 plus disponible, je veux bien croire, ça arrive parfois dans certaines availability zones, dans certaines régions. Donc si vraiment on en a besoin pour du business critical, c'est quelque chose que vous pouvez considérer moyennant le coût de la réservation, enfin vous engagez à payer ce coût-là même si vous n'utilisez pas les instances. Bien, c'était une longue explication pour la réponse 1. Question 2. Alors, la question 2, c'est sur Amazon EC2. Comment est-ce que vous êtes facturé pour une Elastic IP adresse? Ça devrait être assez facile. Question. Réponse A par seconde, quand c'est associé à une Amazon EC2 instance qui est running. Réponse B par heure, quand ce n'est pas associé avec une instance Amazon EC2. Réponse C par gigabyte pour le montant, la quantité de données qui passe à travers cette adresse IP. Réponse C par network adapter basé sur le type de l'instance Amazon EC2. Donc là, il faut savoir ce que c'est déjà qu'une Elastic IP adresse. Une Elastic IP adresse, je peux commencer à en parler puisque vous êtes 15 à avoir répondu. Oh, 16, 17 maintenant. C'est une adresse IP V4 que vous pouvez réserver pour votre compte AWS. Donc vous la prenez du pool énorme des adresses Amazon et vous la réservez pour vous
Parce que vous savez, quand vous arrêtez une instance EC2 et que vous la redémarrez, elle change d'adresse IP. Et c'est pas très pratique quand vous voulez garder votre adresse IP. Donc vous pouvez en réserver une et vous pouvez l'allouer à différentes instances au fil du temps, la changer, c'est pour ça qu'on l'appelle élastique. Et donc la bonne réponse est que ces adresses IP sont gratuites, mais elles vous sont facturées si vous ne les utilisez pas. C'est un des rares services AWS qu'on vous facture, même si vous ne les utilisez pas. Donc elles sont facturées par heure quand ce n'est pas associé à une instance EC2 ou quand c'est associé à une instance EC2 qui est arrêtée. Parce que là, vous avez réservé une ressource rare, qui est une adresse IPv4, et vous l'avez réservée pour votre usage propre, et vous ne l'utilisez pas. Donc on vous facture un tout petit quelque chose, c'est 0,000 quelque chose, c'est vraiment pas beaucoup, mais ça marque le coup pour dire, ben voilà, vous gaspillez des ressources en d'une certaine façon. Dès que vous démarrez votre instance EC2, ben ça devient gratuit, parce que ce soit une public IP à nous, ou une public IP élastique, ça revient la même. Vous consommez une instance IP, ça c'est inclus dans le prix EC2. Est-ce que la limite de 5 EIP est une soft limit qu'on peut augmenter? Oui, c'est une soft limit. Il y a un formulaire en haut à droite de la console pour contacter le support pour augmenter des limites en tout genre. Donc les élastiques IP adresses. Attention, question suivante dans 5 secondes. Sur Amazon S3, vous voulez stocker des Business Critical Documents, et c'est important dans la question, Business Critical Documents, et vous voulez minimiser les coûts. La plupart de ces documents sont utilisés activement pendant un mois, et puis après beaucoup moins fréquemment. Mais toutes les données doivent être accessibles immédiatement quand on en a besoin. Comment est-ce que vous pouvez satisfaire ces requirements? Est-ce que vous migrez vers Amazon S3 Reduce Redundancy Storage? Est-ce que vous migrez les données vers Amazon Glacier après 30 jours? Est-ce que vous migrez les données sur Amazon S3 Standard Infrequent Access après 30 jours? Ou est-ce que vous activez le versionning et puis migrez les vieilles versions sur Amazon Glacier? Bien, je crois qu'il y en a une qu'on peut supprimer de façon assez évidente. Il reste 20 secondes. Donc le point clé ici, c'est Critical Business Document sur Amazon S3. On ne donne pas les réponses dans le chat, s'il vous plaît. Ah, ou c'est celle qu'on peut éliminer. Alors, D, on peut l'éliminer, effectivement. Versionning, migrer sur S3, ça n'a pas de sens. Sur Glacier, ça n'a pas de sens. Donc, je rappelle, Glacier, vos documents ne sont pas disponibles immédiatement quand vous en avez besoin. Il y a un délai, c'est un peu comme si c'était du stockage sur bande. Je ne suis pas en train de dire que c'est du stockage sur bande, hein, mais c'est la même philosophie. Vous devez demander un job de restauration et puis vous obtenez les données un certain temps après. Donc, on élimine Glacier à cause de la phrase qui dit « All data needs to be available immediately when requested ». Donc ça élimine les solutions avec Glacier B et D. Alors, entre S3 Reduce Redundancy Storage, qui est moins cher, et S3 Standard Infrequent Access après 30 jours, qui est moins cher également, pourquoi est-ce que c'est la C qui est la bonne et pas la A? À cause de la petite phrase du début qui dit que ce sont des Critical Business Documents. Critical Business Documents. Donc je rappelle ce que c'est qu'Amazon S3, Reduce Redundancy Storage. Comme le nom l'indique, on va réduire la redondance du stockage. C'est-à-dire que au lieu de stocker vos fichiers sur 3 availability zones, comme on le fait par défaut sur Amazon S3, vos fichiers ne seront plus stockés que sur une availability zone. Et donc ça coûte moins cher, évidemment, mais si jamais il arrive quelque chose à cette
à cette availability zone, eh bien, vous perdez vos fichiers. Donc, vous n'avez pas le même niveau de durabilité des fichiers que vous avez sur Amazon S3 d'habitude. Évidemment, c'est beaucoup moins cher. Mais comme ce sont des documents business critical, vous ne voulez pas risquer de perdre vos documents. Le RRS, le Reduced Redundancy Storage, en général, c'est bien pour des documents que vous pouvez recréer ou peut-être des backups, peut-être pas tous les backups, mais des archives de backup, oui, des fichiers dérivés. Imaginez des vidéos par exemple que vous avez traitées, les masters vous les gardez en stockage standard, mais les produits dérivés que vous pouvez recalculer et éventuellement vous pouvez les mettre en RRS pour réduire vos coûts. Et donc la bonne réponse c'est migrer les données sur Amazon S3 standard, infrequent access, après 30 jours. Question suivante. Cette fois-ci, nous sommes sur Amazon EC2 et nous parlons de auto-scaling. Quels sont les requirements minimum qu'il faut mettre dans une configuration de lancement, une launch configuration, pour créer de l'autoscaling? Alors, est-ce que c'est le nom de la launch config, la machine image et le type d'instance? Est-ce que c'est le nom de la config, la machine image, le type d'instance et une key pair? Est-ce que c'est tout cela plus un security group? Ou est-ce que c'est tout cela plus un block device mapping? Quel est le set minimum de données que vous devez nous donner, que vous devez donner à Autoscaling pour qu'Autoscaling puisse lancer vos instances? Qu'est-ce que Autoscaling a besoin au minimum pour pouvoir lancer une instance? Donc, si vous avez bien compris que c'est au minimum, au fait, c'est assez facile d'éliminer toutes les choses qui sont optionnelles. On peut lancer des instances sans ça, ou sans ça, ou sans ça. Et donc, si vous enlevez les trucs qui sont optionnels, ben, vous arriverez sur le minimum assez facilement. Question de DUF59, est-ce qu'on peut trouver des exemples de questions d'examen blanc? Et la réponse a été donnée, merci. Elle est là, Reddit AWS certification, oui, ça c'est une solution. Mais sinon, il y a sur aws.training également des exemples d'examen blanc, aws.training. Et la bonne réponse, et la réponse A, bravo aux 36% qui ont donné la bonne réponse. Réponse B est invalide parce que la key pair ne fait pas partie des minimum requirements. On peut lancer une instance EC2 sans key pair, on ne pourra pas se connecter dessus en SSH, mais c'est pas grave, c'est même une best practice. Est-ce que key pair plus security group? Non, on peut aussi lancer sans security group. Il y en a un qui sera mis par défaut. Donc, soyons clairs, hein, une instance EC2 doit avoir un security group, mais on en rajoute un par défaut si vous ne le spécifiez pas. Et le block device mapping, c'est pour dire, voilà, sur /devx machin, je veux mapper tel volume OBS, sur /dev/ truc, je veux mapper tel autre. Donc c'est un mapping des disques sur les block device, donc c'est évidemment pas la bonne réponse non plus. On est à mi-jeu pour ceux qui jouent pour les points. Le trio quatuor de tête pour le moment, c'est Guillaume avec 24 points. A. Gaillard 23, Linis 22 et François Picard 22 pour les trois premiers. Donc tout ça se joue, et puis même quatrième juste à 20 points derrière, donc tout ça se joue en quelques points. Donc tout peut encore se faire juste après. Attention, on passe sur la question suivante dans 5 secondes. C'est une question base de données. Vous concevez un site d'e-commerce et c'est une application qui peut scaler potentiellement sur des centaines de milliers d'utilisateurs concurrents. Quelle est la technologie de base de données qui est la plus appropriée pour stocker l'état des sessions pour ce grand nombre d'utilisateurs concurrents? Est-ce que c'est la réponse A, une base de données relationnelle en utilisant Amazon RDS comme service manager? Est-ce que c'est la réponse B, une base de données NoSQL, par exemple Amazon DynamoDB? Est-ce que c'est la réponse C, un data warehouse en utilisant Amazon Redshift? Ou est-ce que c'est Amazon S3? Moi j'aurais rajouté réponse E, ou Route 53, le DNS, qui peut servir de base de données aussi. Private joke pour Correct Queen sur Twitter.
Est-ce que les questions d'examen sur AWS Training sont que en anglais? Non, elles sont aussi en coréen, chinois et japonais, je crois. Mais si la question c'était est-ce que c'est en français, la réponse est non. Il n'y a pas de question de certification en français. 20 secondes pour répondre. Je rappelle que si vous jouez pour les points, c'est la vitesse qui compte. Si vous êtes juste là pour apprendre, c'est parfait. C'est pour ça que je passe du temps à expliquer les bonnes et les mauvaises réponses. Et la bonne réponse est la réponse B. Une base de données relationnelle peut servir à stocker des sessions web, ça marchera, mais si vous avez des centaines de milliers d'utilisateurs concurrents, c'est probablement pas la bonne technologie pour scaler à cette échelle. Un data warehouse Redshift, évidemment, non, c'est pour de l'analytique, c'est une base de données orientée colonne pour des rapports. Personne n'a répondu S3, et donc la bonne réponse est du NoSQL et probablement DynamoDB. Question 6 sur Route 53 justement, puisque j'en parlais, ça n'a rien à voir avec AWS en fait cette question. Quel enregistrement DNS vous devez utiliser pour configurer la transmission des emails vers votre mail serveur dans un DNS? Est-ce que c'est un record SOA? Est-ce que c'est un record, excusez-moi pour l'anglais. Est-ce que c'est un enregistrement, une donnée SOA? Est-ce que c'est un record A? Est-ce que c'est un record MX ou un record CNAME? Si vous n'avez jamais fait de DNS, c'est difficile de deviner la réponse. Beaucoup d'entre vous ont probablement joué avec un DNS à un moment de leur vie. Donc il y a différents types d'enregistrements dans un DNS. Et les 4 plus courants sont ces 4-là. SOA, et MX, CNAME. Il y a aussi beaucoup de textes et de PTR ces jours-ci pour vérifier qu'on est bien le propriétaire d'un domaine en allant mettre une clé dans un record texte. Amazon Certificate Manager fait ça par exemple pour vérifier que vous êtes bien le propriétaire du domaine quand vous générez des certificats sur ce domaine-là. 19 réponses, 20 secondes, je crois que je vais devoir meubler parce que tout le monde a répondu et il reste 20 secondes avant d'avoir la question. Il faudrait un bouton Next dans l'interface de MyQuiz pour dire allez, on va à la question suivante. Donc Route 53, c'est un service managé de DNS avec 100% de SLA. Taux de disponibilité annoncé. La bonne réponse est la réponse C, les MX Record. SOA, c'est Source of Authority, c'est pour déléguer un sous-domaine à un autre domaine. Les records E, c'est les records qui font l'association entre un nom et une adresse IP. Les records CNAME, c'est pour faire un alias. Donc si j'ai par exemple toto.com et je veux aussi, si j'ai aussi, je vais faire pause. C'est les alias. Donc par exemple si j'ai www.toto.com et je veux créer aussi web.toto.com. Donc web c'est un alias de www, donc c'est un CNAME. Alors MX, ça veut dire Mail Exchange, MX, et un record MX dit, ben voilà, si j'envoie une adresse à sébastien@toto.com, ben mon client email, il va faire une résolution MX sur le DNS pour savoir quel est le Mail Exchanger MX pour toto.com, et depuis votre DNS, il retrouvera l'adresse IP du serveur SMTP auquel il faut envoyer le mail. C'est pas mon client, pardon, qui va faire ça, c'est le serveur de mail où j'envoie mon mail. Donc quand j'envoie mon mail à Exchange qui va faire ça, par exemple. Si j'envoie à travers Gmail, c'est les serveurs de mail de Google qui vont dire, bon, où est-ce que je dois l'envoyer ce mail? Et donc ils vont chercher dans les DNS les MX Record. Question 7. Question 7, avant-dernière question. Vous travaillez sur un jeu mobile, une application de jeu, et vous construisez un leaderboard, vous savez, le tableau des vainqueurs, comme on aura dans 2 questions, pour garder trace des records pour des millions et des millions d'utilisateurs. C'est une application Node.js, et quel serait le service qui serait le mieux adapté pour ce use case? Est-ce que vous avez stocké les leaderboards, donc les top scores sur vos millions de users dans Amazon Redshift? Est-ce que vous avez utilisé Amazon S3, réponse D, ou B, C, Amazon Elasticcache avec Memcache, ou Amazon Elasticcache avec Redis? Donc Elasticcache, c'est un service managé de base de données en mémoire, key value, donc une clé, une valeur, donc NoSQL d'une certaine façon.
implémenté sur base soit de Memcache, très populaire dans le monde PHP, soit sur Redis, très populaire partout ailleurs. Côté score, on est à la question 7, c'est François qui mène à 37 points, Guillaume à 35, AWS Pro à 31. Donc tout peut encore se faire sur la dernière question, sur ces deux questions-ci, la question 7 et 8 en fonction. Est-ce que ça bouge en permanence un leaderboard? Oui, parce que c'est les top scores, c'est les meilleurs scores dans un jeu ou par une région ou autre. Donc c'est des données extrêmement dynamiques, un leaderboard. C'est pour ça que la bonne réponse c'est un cache en mémoire. Alors pourquoi Memcache versus Redis? C'est parce que Memcache est extrêmement populaire ou a été conçu, vient du monde PHP. En dehors du monde PHP, Redis est probablement le choix le plus populaire sur la plateforme. Redshift, c'est une base de données managée relationnelle d'analytique pour faire du reporting, pour faire de l'analyse. C'est une base orientée colonne où les données sont structurées par colonne sur disque. Puis Amazon S3, c'est du file storage, ce n'est pas une base de données. Est-ce qu'on pourrait le faire sur S3? Peut-être. Il faudrait quand même voir les différences de latence. Techniquement, ça marcherait sur S3. En matière de latence, probablement qu'Elasticcache serait meilleur qu'Amazon S3. À ce jeu-là. Question 7, c'est toujours François Kiman, 44, Guillaume 41, WS Pro 39, Stabil 35, Agaillard 33. Tout est jouable dans les 5 premiers. Je crois que si François répond mal à la question, et en fonction de la vitesse à laquelle vous allez répondre à la dernière question, la première place est encore accessible. Dernière question. C'est une question qui porte sur SQS. Quel est le moyen le plus sécurisé de donner la permission à un compte AWS d'accéder à une queue SQS dans un autre compte? Donc on est dans un scénario multi-compte, vous avez une queue SQS dans un compte et l'application qui doit y accéder est dans un autre compte. Est-ce que, réponse A, vous configurez la queue pour un public access? Est-ce que, réponse B, vous configurez un user IAM dans l'autre compte et puis vous attachez une policy qui permet d'accéder à la queue sur la queue? Ou est-ce que vous créez une policy attachée à la queue qui permet à l'autre compte d'accéder à la queue? Ou est-ce que vous configurez du VPC peering avec l'autre compte? Bon, là, je crois qu'il y en a deux qu'on peut éliminer assez logiquement et assez rapidement. Et donc tout se joue entre les deux autres. Là, il faut avoir un peu travaillé avec les politiques d'accès, les policies, soit sur IAM, soit sur la queue. Alors je sais que je vous aide un peu en disant ça, mais j'avais déjà 15 réponses rentrées. Donc ceux qui jouent pour les points étaient déjà encodés. Donc prenez le temps de réflexion pour les autres. Et la bonne réponse est la réponse D, avec 42% des réponses seulement, des bonnes réponses. Alors, ce n'est pas A, parce que donner la queue en public access, c'est évidemment une très mauvaise idée. Ce n'est pas D, parce que mettre du VPC peering, il y a des endpoints SQS maintenant en VPC, mais enfin, c'est pas ça qui va limiter l'accès à la queue. Ce n'est pas B, parce que et attache un IAM parce que quand on attache une IAM policy à une queue, on ne peut pas référencer un IAM user d'un autre compte. En revanche, quand on attache une IAM policy à une queue, donc on parle bien de ressources policies ici, on peut dire j'autorise tel et tel accès d'API si le principal est dans un autre compte, et donc c'était la réponse C qui était la bonne réponse. Il y a Pips qui nous dit on devrait pouvoir modifier des réponses sur le quiz. Je sais, j'utilise ce logiciel assez souvent, cette app assez souvent pour faire des quiz de famille, on faisait ça pendant le confinement, et c'est vrai que parfois, surtout sur mobile, sur iPad ou sur téléphone, on veut scroller un peu, et paf, il enregistre la réponse. Donc désolé pour ceux qui ont cliqué sur la mauvaise réponse. On va regarder le leaderboard, justement, il n'est pas dans Elasticcache, il n'est pas dans Redis celui-ci, mais on va regarder
les gagnants sur la page suivante. Et le gagnant est Guillaume avec 46 points, François 44. Ah, il y a eu un changement entre premier et deuxième, donc ça s'est joué à la vitesse là-bas. Fabrice 3e, AWS Pro 4e, Rouge et Noir 5, Eman 6, Snabil 7, Agaillard 8, Duf 59 9 et Thierry 10e. Vous étiez presque 20 à jouer aujourd'hui. Félicitations à tout le monde. J'espère que vous avez appris quelques petites choses sur AWS pendant ce quiz. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Sebstos sur Twitter, Sebstos sur GitHub, Sebstos sur YouTube. Il y a plein de petits tutoriaux que vous allez trouver sur YouTube. Parlez-en autour de vous, laissez des petits pouces vers le haut. Toutes les vidéos sont postées sur YouTube. Je posterai un tweet ce soir avec le lien vers YouTube. Et puis j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ce sera le 8e épisode la semaine prochaine. Ce sera vendredi à 16h. Bye bye, bon week-end à tout le monde. Au revoir.